live numéro 3 avec Brian Boulan. Tchac. Charlie Kettlebell. Je dis coucou à tout le monde. Tchac. On attend Brian. On va avoir une interview avec Brian Boulan aujourd'hui. Salut Ayoub, vous avez salué Young Boxer. Brian a rejoint la vidéo. Alors, tac. En direct avec Brian Boulan. Monsieur Leblanc, bonjour, grand fou. Ah voilà, super. Salut Brian. Hello, ça va bien Nico? Ouais, ça va bien, super. Mais écoute, je vais faire une brève présentation et puis on pourra attaquer directement. Hein. Ouais, ça va. Salut tout le monde qui se connecte. Voilà, y a tout le monde qui se connecte juste à l'instant. Donc on va faire un bref récapitulatif. Donc aujourd'hui, c'est interview avec Brian Boulan. Donc ça change un petit peu du domaine préparation physique ou kettlebell. Pourquoi est-ce que j'ai fait venir Brian? Pourquoi est-ce que j'ai demandé d'avoir une interview de Brian? Déjà parce que en tant que personne, je trouve vraiment top. Je trouve déjà cool. Et puis en plus, c'est discuter un petit peu des sports de combat qui vont changer un petit peu, qui mine de rien, on va voir son mode de vie, savoir comment ça se passe au niveau du confinement, et puis il aura l'occasion de se présenter évidemment comme il se doit. Je vais laisser la parole, peut-être une brève présentation, Brian, de toi déjà en tant que personne et ce que tu fais peut-être en tant que professionnel et puis aussi dans le domaine sportif tout simplement. Ça va. Bon, merci pour l'invitation, Nico. Ça fait vraiment plaisir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis combattant professionnel de MMA. Le MMA, c'est Mixed Martial Arts, donc les arts martiaux libres. Je suis aussi coach de MMA, donc j'ai un club, les Red Kings, qui est un très très bon club où on a beaucoup de compétiteurs. Et donc voilà, on va dire qu'actuellement ma vie tourne autour de ces deux pratiques, la préparation pour les compétitions et l'entraînement des compétiteurs, quoi. Ok, super. On vient de parler brièvement du MMA, savoir un petit peu ce que c'est. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. On y répondra, en tout cas, du moins si on sait y répondre. Donc tu es à l'heure actuelle chez Cage Warrior, si je me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu sais préciser un petit peu les différentes fédérations dans le monde, savoir pourquoi celle-là peut-être ou... Oui, tout à fait. Donc le MMA, c'est un sport qui est, qui se déroule dans des organisations privées. Donc il y a plusieurs grandes organisations. La plus connue, c'est l'UFC. C'est elle, entre guillemets, qui a rendu le MMA aussi populaire. Mm-hmm. Donc le MMA, le combat libre, entre guillemets, existe depuis tout temps, partout dans le monde. En tout cas, l'UFC a créé, alors pas au début, hein, à la toute base, ils voulaient savoir quel était le sport de combat le plus efficace. Donc ils se sont fait rencontrer des combattants de tous les milieux, donc soit de la boxe anglaise, du karaté, du judo, des sumo, etc. Et ils les ont mis dans une cage pour le côté un peu marketing et impressionnant. Et suite à ça, vu que c'était beaucoup trop violent, toutes les autorités américaines ont interdit le sport en fait. Mm-hmm. Donc ils ont embauché un promoteur, Dana White, pour régulariser le sport et le rendre acceptable. Ouais. Donc, il a permis la légalisation dans tous les États aux États-Unis. Et puis maintenant, c'est un sport qui grandit d'année en année, qui commence à supplanter les grands sports américains.
et on commence à voir apparaître des superstars. Donc pour en revenir sur ta question sur les organisations, donc il y a de nombreuses organisations internationales un petit peu partout. L'UFC qui est l'organisation principale aux États-Unis. On a par exemple ONE FC dans la zone pour les pays asiatiques. On a le Brave dans les pays du Maghreb, etc. Et pays arabes et pays du Maghreb. Et en Europe, on a aussi des grosses organisations, notamment le Cage Warriors, qui est une organisation anglo-saxonne et qui est très connue car elle a produit de grands combattants, de grands champions de l'UFC. On pense notamment à McGregor, à la combattante Jędrzejowski, enfin voilà, des grands noms personnes. Pour ceux qui... au moins très grands noms qui sont passés par là. Voilà. Et donc moi, ça fait maintenant 3 ans que je suis sous contrat avec cette organisation pour combattre lors de leurs événements. Ok, super. On est actuellement 2 Belges signés sur l'organisation. Il y a moi et puis Donovan Desmaï. Ouais, juste très, très bien aussi. Donovan qui a fait des bons résultats dernièrement. Ouais, très. Écoute, c'est déjà pas mal. Est-ce que, peut-être parler plus en profondeur, parce que, je veux dire, on n'arrive pas au Cage Warrior du jour au lendemain. Par quoi est-ce que tu as commencé? Peut-être est-ce que tu t'es directement lancé dans le MMA ou est-ce que tu as une spécialisation avant? Parce qu'on entend beaucoup de combattants, en tout cas pour les novices qui ne connaissent pas ce sport mais qui s'y intéressent. Beaucoup de combattants qui ont d'abord une spécialité, que ce soit boxe thaï ou jiu-jitsu brésilien ou savate pardon, pas savate, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un sport que tu as commencé avant de te spécialiser plutôt ou t'ouvrir sur les MMA? Oui, c'est une bonne question, hein, car on va dire que les premières générations de combattants dans le MMA avaient tout ce qu'on appelle un background, donc elles venaient d'une discipline, comme la lutte, le jiu-jitsu, le kickboxing, et elles ont dû adapter leur jeu, entre guillemets, en apprenant les autres disciplines pour pouvoir combattre. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, parce qu'on a des athlètes qui commencent directement par le MMA, et qui le conçoivent comme une seule et même discipline. Moi, de mon côté, donc j'ai commencé tardivement, donc je pense que je devais avoir 23, 24 ans peut-être, par besoin de savoir me défendre. Donc j'ai commencé par la self-défense et donc ce qu'on avait beaucoup quand j'ai commencé, c'était de faire une discipline de pied-point. Donc je faisais de la boxe thaï et une discipline au sol, donc je faisais jiu-jitsu brésilien. Donc on va dire que ça c'était un petit peu la base. Et puis l'idée c'était d'utiliser les deux en combat. Ok. Donc voilà, donc on va dire que c'est un petit peu mes deux bases principales. Même si j'ai commencé très rapidement à tout mélanger entre guillemets, quoi. On est déjà en plein dans le sujet, mais il y a Laurent de Kramer qui demande: Brian, est-ce que tu te souviens du déclic qui t'a conduit au MMA, ou est-ce que c'est encore aujourd'hui la même motivation, ou est-ce qu'elle a évolué? Le déclic qui m'a amené au MMA. C'est une sorte de long process, hein. Donc, tout d'abord, à 17 ans, je crois, j'ai commencé la self-défense. J'ai un ami qui s'est fait tuer en rue suite à une agression, un vol de portable. Et donc, je me rappelle plus exactement comment c'était passé, mais j'ai commencé le taïdo, qui est un dérivé de l'aïkido. Et donc, je sais plus si il y avait de l'influence de mes parents que je puisse commencer à savoir me défendre, parce que ça a été un gros choc pour toutes les personnes qui connaissaient cet ami, hein, tout simplement, et pour les parents aussi. Et quand je suis donc ça c'était à La Réunion, et quand je suis arrivé en France, en métropole, j'ai voulu reprendre de la self-défense, et il y avait du Jeet Kune Do, donc l'art martial de Bruce Lee, qui est de la self-défense mais avec de la percussion. D'accord.
Et moi, j'avais très très peur des coups. J'étais pas mal choqué parce que cet ami-là était décédé suite à des coups. Mais au final, je m'y suis un peu mis. Et puis, j'ai commencé un peu à accrocher, tout simplement. À accrocher. Et puis, j'ai tout changé un petit peu au niveau de ma manière de vivre. Avant, je faisais beaucoup la fête, je fumais, je buvais et tout. Et puis, c'est un petit peu du jour au lendemain où j'ai commencé à m'entraîner, d'abord 2 fois semaine, puis très rapidement 3, puis 4, puis 5, puis arrêter la cigarette, plus boire d'alcool, puis avoir ma petite zone d'entraînement à la maison. Et puis, ça a duré peut-être 1 an et demi. Et après, je pense qu'au bout de 2 ans, j'ai fait ma première compétition. Alors, je voulais pas avoir de protection, etc. Donc, la première compétition, je m'étais surclassé, on va dire. Donc, j'avais jamais combattu ni quoi que ce soit. Mais j'ai directement attaqué à l'époque, ça s'appelle semi-pro. Donc, c'est des gars qui ont déjà 4, 5, 6 ans d'expérience. D'accord. Et je m'étais dit, allez, c'est parti, je vais en faire qu'une seule de toute façon. Donc, tant qu'à faire, autant pas mettre de protection et aller dans un vrai truc pour se tester, plutôt que dans... Enfin, voilà. Et c'était plutôt bien passé. J'avais gagné un combat et perdu un combat. Et donc, comme on était 3 et qu'il y en a un qui s'était blessé, j'avais fini premier ex-aequo. Et après, j'ai fait des championnats régionaux que j'avais gagnés. Donc là, c'était un peu lancé, on va dire. C'était un peu lancé. Et puis après, j'ai rejoint la Belgique. Donc, je te parle de ça il y a un peu plus de 10 ans. Ouais, en France avant, hein, c'est ça? Voilà. Et donc, la Belgique, ça avait le gros intérêt aussi que ce soit légalisé. Et puis bon, c'est pour ça. Et puis de fil en aiguille, voilà, les choses ont avancé. Voilà, de fil en aiguille. Et puis alors, un autre déclic, c'est que au bout d'un certain temps, avant de passer professionnel, je me suis posé la question quel était le niveau professionnel et comment est-ce qu'il était possible de pouvoir atteindre le plus haut niveau. Donc je suis parti avec un ami, Robin, on est parti aux États-Unis, s'entraîner dans une grosse équipe super connue avec plein de champions. Et pour se tester tout simplement, pour voir, en tout cas moi c'était mon objectif, voir s'il y avait possibilité de continuer. Et je me suis rendu compte que le top, on va dire le top 5 UFC, ça paraissait quand même relativement inatteignable, mais sans problème le roster, donc le top 50 sans problème, UFC c'était sans problème. Donc tu t'es rendu compte que c'était accessible. Est-ce que tu as joué, parce qu'il y a des catégories de poids en MMA. Alors tu me coupes si je fais une erreur ou quoi que ce soit, mais est-ce que lorsque tu es parti justement aux États-Unis à ce moment-là avec Rob, est-ce que tu as joué sur plusieurs niveaux? Est-ce que tu as affronté vraiment des personnes de toutes catégories différentes? Alors ouais, donc on est tous les deux des poids légers avec Robin, donc on était partis, on avait choisi la team Alpha Male, qui est une team de petite catégorie. D'accord. Donc ils ont beaucoup de 57 kilos, 61 et 66. Ils ont très très peu de combattants dans les catégories au-dessus. Et donc c'était, en tout cas nous, déjà qu'on aimait beaucoup la team. Salut Clément, merci pour le message. On a rejoint cette équipe-là et donc les entraînements se faisaient aussi par catégorie de poids. Et ça, c'était aussi un grand changement quand on est revenu, de se rendre compte que les professionnels aux États-Unis ne faisaient pas comme on peut faire en Europe, de vouloir s'entraîner, savoir qui est le meilleur, même si le gars pèse 20 ou 30 kilos de plus. Ils s'entraînent comme des sportifs, tout simplement. Donc par catégorie de poids, avec des personnes de manière sécure pour pas se blesser, parce qu'il y a quand même des grosses sommes d'argent qui sont en jeu quand tu dois combattre. Donc il y avait vraiment un aspect complètement professionnel, en tout cas que nous on a ramené dans notre entraînement de retour en Belgique. Alors on a déjà pas mal de questions, donc il y a Laurent qui est au taquet. Est-ce que tu penses que le MMA est une chose où il est parfait comme ça? Est-ce que je pense que le MMA doit changer certaines choses ou est-ce qu'il est parfait comme ça? Après, je veux dire, la question, dans toute discipline, je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais bon, on va laisser. Moi, personnellement, le MMA, je le regarde, j'adore regarder le MMA. Il y a plein d'organisations qui n'utilisent pas forcément les mêmes règles. Chacun y va à sa convenance. C'est un point un peu plus politique entre du MMA qui serait régi par une fédération, par un État,
où actuellement où le MMA est plutôt régi de manière libérale avec des organisations privées et comment on appelle ça, qui sont là pour faire du profit. Donc les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Moi, personnellement, je préfère les organisations privées qui cherchent à faire de l'argent, tout simplement parce que c'est actuellement dans les sports ce qui fonctionne. Je trouve que les sports sous fédération rencontrent de nombreux problèmes, et notamment sur l'organisation de gros événements, sur la capacité à fédérer les gens, fédérer le public, tout simplement. Donc, je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Donc, je pense que d'avoir des fédérations, ça reste important sur le plan amateur. D'accord. Par contre, je pense qu'il est réellement essentiel d'avoir des organisations, que ce soit professionnalisé et donc voilà. Moi, c'est le MMA comme il est actuellement, je trouve ça très bien, quoi. Okay. Même s'il a des gros désavantages sur certains plans. Une concurrence qui est vraiment rude. Tu vois, par exemple, là, t'as pas de statut en tant que combattant. Tu gagnes de l'argent quand tu combats seulement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est peut-être encore des choses à développer au sein des fédérations. Après, je pense que là, on est vraiment en train de parler du MMA. Donc, si vous avez vraiment des questions ou quoi que ce soit, parce que j'ai notamment pas mal de personnes qui viennent du milieu arts martiaux, là, qui s'intéressent de plus en plus. On a pas mal de questions. Hein. On a et du coup, je vais poser les questions parce que du coup, est-ce que tu conseilles le MMA comme méthode de défense? Alors, ça c'est une superbe question parce que c'est sujet à de grands débats dans les sports de combat et dans les arts martiaux. On a des combattants de MMA qui viennent critiquer la self-défense, etc. Moi, j'ai pratiqué les deux et j'ai pas du tout la même vision. Je pense pas que je pense qu'il n'y a pas de sport qui soit mieux qu'un autre pour apprendre à se défendre. Parce que la première défense, la première self-défense, c'est comment dire ça, c'est ce que tu vas faire ressortir entre guillemets quand tu te balades dans la rue. Donc entre guillemets, moi je en fait, c'est ça que tu veux dire. Tu dis? La réaction que tu vas montrer, c'est ça que tu dis en fait. Ouais, je sais pas si c'est la réaction. Je pense qu'on reste un petit peu des animaux et que les personnes qui vont vouloir raqueter, ennuyer, etc., vont sentir quand tu es pas sûr de toi, quand tu peux être une potentielle victime. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et par exemple, moi, quand je pratiquais la self-défense, je me faisais pas emmerder. Alors, je me faisais emmerder avant de pratiquer la self-défense. J'ai pratiqué la self-défense et dans ma tête, j'étais persuadé que si on venait m'embêter, j'allais faire une clé de bras, mettre le gars au sol, lui péter ses dents. Et donc, je me faisais jamais emmerder. J'avais entre 17 et 18 ans. Pourtant, c'est des âges où j'étais quasi tout le temps dans la rue en plus. Donc, c'est des âges où tu es vraiment ennuyé. Et je suis arrivé en France à 18 ans, j'ai arrêté le sport, je faisais la fête, les trucs. Et alors là, j'arrêtais pas de me faire ennuyer. Voilà, parce que j'étais en panique, je me disais je sais plus me défendre, quoi, tout simplement. Et quand j'ai repris, c'est revenu de la même manière, plus aucun ennui, quoi. Ouais, donc c'est vraiment par rapport à ce que je peux dégager comme là, voilà. Ouais, tout à fait. Exactement. Je pense qu'il y a cette première barrière un peu invisible qui est la confiance en soi et qui déjà enlève une bonne partie des agressions. Après, je sais que la self-défense, elle peut être utilisée avec des professionnels de la sécurité et tout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le MMA, c'est du 1 contre 1 avec un arbitre, avec des règles. La rue, c'est pas du 1 contre 1, c'est pas le gars qui va arriver en face, il y a des gars qui vont donner des coups en traître et tout. Mm-hmm. Et donc, la self-défense prend en compte tout cet aspect-là, que ne prend pas le MMA. Et moi, quand je faisais de la self-défense, c'est déjà arrivé qu'on me fasse passer un test à un mec qui venait de la boxe thaï, contre 3 agresseurs. Ça aurait été une vraie agression, le mec se serait fait planter, il se serait fait taper dessus, quoi. Alors que le gars était vraiment, vraiment, vraiment chaud, quoi. Et les 3 qui étaient en face, c'était des débutants, hein, mais il l'aurait planté, il l'aurait tabassé, il l'aurait mis au sol. Et moi, qui étais bien moins fort que lui à l'époque, j'avais des réflexes de self-défense qui étaient de pouvoir aligner
les agresseurs potentiels, tu vois, les faire se gêner. Donc plutôt que d'aller taper dans le tas, me déplacer dans l'espace et gérer ses adversaires dans l'espace. La réalité, c'est que si cette agression s'était passée, j'aurais pu m'enfuir en courant, j'aurais pu frapper le premier et avoir les deux autres alignés avec lui et n'avoir qu'un seul adversaire, tu vois. D'accord. Cette différence de réflexe, elle ne s'apprend, à mon sens, que dans les cours de self-défense. Alors, comme je te disais, je pense que les deux vont aider. J'invite moi tous les gens qui ont cette inquiétude de savoir se défendre à pratiquer un sport de combat. Pour les professionnels, d'avoir cette vision de la self-défense que proposent les sports de self-défense. De faire attention à ne pas vouloir en faire trop non plus, parce qu'on voit des fois des techniques qui deviennent complètement irréelles. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est mon sentiment premier. Savoir se défendre, c'est déjà faire ressentir qu'on sait se défendre. Tu vois. Ok, bah, écoute, c'est déjà assez intéressant. Je pense que ça permet d'aiguiller pas mal de choses sur les points parce qu'il y a justement encore des personnes qui demandent. Bah, il y a Valentin qui dit « Salut les gars, Brian, selon toi, y a-t-il un âge pour commencer un art martial ou pas du tout ?» Alors Brian, moi je rajoute juste un petit truc parce que je pense que tu es père de famille. Est-ce que justement pour toi ça a permis de renforcer un lien particulier? Est-ce que tu inities déjà aux arts martiaux ou au sport de combat? Alors je réponds aux des questions. Pour l'âge, pour commencer un art martial, pour moi il n'y a pas d'âge pour commencer. Moi j'ai commencé très tard, 22-23 ans. Et maintenant, je suis compétiteur professionnel et je fais des résultats au niveau européen. Donc, il faut quand même envisager une bonne dizaine d'années pour arriver à un niveau honorable. Mm-hmm. Mais je pense que c'est la réalité dans tous les sports. Je pense que plus on vieillit dans les arts martiaux, le gros intérêt, c'est que plus on vieillit, plus on a une maturité dans la compréhension des choses. Et vu que l'on sait qu'on ne pourra pas forcément concurrencer sur le plan physique, donc l'endurance, la force, etc., face à un jeune en pleine possession de ses moyens, on va se tourner vers de la stratégie, vers de la technique, et on peut effectivement la rivaliser, voire être meilleur. Donc dans les sports de combat au plan compétitif, on le voit sur les champions mondiaux, ils sont la plupart âgés de plus de 30 ans. Donc là, on a des gars qui ont 35, 40 ans qui sont champions du monde. On a des jeunes donc, qui deviennent champions du monde à 23, 25, 26 ans, etc. Ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Et ce sont des jeunes qui ont une maturité qui est rare pour leur âge. Si c'est pour un truc de self-défense, n'importe quel âge je peux commencer, c'est vraiment très bien. Et voilà, ça dépend toujours des objectifs. Mais pour moi, il n'y a pas d'âge. Clairement, il n'y a pas d'âge. Ok, c'est top. Et pour répondre à ta question avec les enfants, les garçons, moi personnellement, je n'avais pas pour projet de leur apprendre d'en faire des combattants ou des trucs comme ça, parce que je veux qu'ils restent entre guillemets maîtres de leur choix. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec le recul et quand je vois, je pense que ça sera, en tout cas, je leur apprendrai à savoir se défendre, parce que ça me semble être aussi important que savoir faire du vélo, savoir nager, sortir d'une situation de risque, quoi. Tout à fait, c'est bon à savoir. Est-ce qu'ils t'ont déjà... est-ce que quand ils te regardent, est-ce qu'ils ont envie de te rejoindre à l'entraînement ou Ah oui. On s'entraîne déjà ensemble en lutte surtout. Alors pour l'instant avec le grand, on fait pas du tout de sport de percussion, donc boxe, etc. Mm-hmm. Surtout pour éviter d'avoir des problèmes à l'école, on va dire. Et tu vois ce que je veux dire. Donc on fait surtout de la lutte et voilà du sport de préhension, tu vois. Et ils accrochent bien. Puis le petit dernier veut faire pareil, donc les deux accrochent bien, quoi. C'est super intéressant. Il y a plein d'autres questions qui surviennent, parce qu'on a parlé du top 5 UFC tantôt quand on parlait du séjour aux États-Unis. Donc il y a Aidé Nostal qui dit quand tu dis le top 5 UFC inaccessible, est-ce en termes de niveau de sport pur ou est-ce plutôt la logistique que cela implique? C'est-à-dire payer une équipe à temps plein, au niveau de la communication, comment ça va évoluer, les trajets.
Voilà, il voulait. Eh bien, ça va rejoindre un petit peu ça va faire une transition avec la question de juste avant. Donc, je te parle pour moi, hein, personnellement, hein, quand je te dis que c'était inaccessible, c'est que le top 5, c'est des mecs qui font de la lutte scolaire aux États-Unis depuis qu'ils sont tout petits, donc 5 ans, qui ont un corps qui est travaillé depuis 20 ans, on va dire, une souplesse, une endurance complètement incroyable et qui n'est pas... et donc c'est des mecs qui ont en plus une intelligence de combat. Tu peux pas rivaliser réellement. En tout cas, moi, je pouvais pas rivaliser. Donc ça, c'était la première chose qui faisait que je me disais que ça serait vraiment très compliqué. Et la deuxième chose, c'est que il y a un gros problème il y avait à l'époque un gros problème de dopage. Et genre voilà, les gars dans cette équipe-là, les top 1, top 2, top 3, ils étaient tous chargés comme des... Ouais. Enfin, voilà, c'était juste abusé, quoi, tu vois. Tu pouvais pas t'entraîner avec eux. Il y avait trop de force, trop de puissance. C'est toujours le même retour, hein, par rapport à ce principe de dopage, parce que bon, ça ce sera un autre débat, mais on parlait aussi à un moment de légaliser le dopage pour mettre tout le monde à la même échelle. Ça serait extrêmement dangereux parce que pour avoir tourné avec des combattants chargés, ils sont tellement forts qu'ils peuvent tuer à l'entraînement, tout simplement. Mm-hmm. C'est des mecs qui sont vraiment... J'ai vu des mecs qui kickaient dans les jambes de leur partenaire, la jambe elle volait, le gars il pouvait plus bouger derrière, tu vois. Et donc si tu ouvres le dopage, il va y avoir des morts. Il faut que... Là je te parle de ça il y a 5-6 ans, tu vois. Donc là, on a des politiques qui sont très sévères sur le dopage avec l'USADA dans les sports de combat. Donc on a de moins en moins de dopage. On a des combattants qui sont des champions qui ont un physique beaucoup plus naturel, beaucoup plus endurant, qui vont beaucoup plus technique, tu vois. Et là on arrive vraiment dans la beauté des arts martiaux et on commence à ne plus voir de combattants athlètes, tu vois, devenir champions parce qu'ils se font éjecter grâce à l'USADA. Donc moi, je suis contre cette question de dopage parce que non, c'est trop dangereux pour la sécurité des gens. Ouais, bah surtout par rapport aux disciplines comme les tiennes, hein. De toute façon, bien sûr. Le but justement aujourd'hui, il y a pas mal de polémiques. Enfin, ça revient toujours, hein, plus ou moins sur les sports de combat ou mixed martial arts ou arts martiaux, c'est toujours ouais, mais c'est dangereux, c'est pas un sport, etc. Alors qu'on essaie justement de défendre déjà ce principe qu'effectivement c'est un sport, que ça peut s'ouvrir à bien plus de personnes que ce qu'on pense, que ça a quand même, je pense que ça fait quand même passer certaines valeurs fondamentales. Parce que je pense également que le sport et ce que tu procures en termes de performance, déjà ça s'achète pas, c'est impossible, il n'y a que le travail qui permet de le fournir, et puis ça impose quand même dans un bon cadre, après ça dépend de où on se situe, mais une valeur importante, c'est le respect, tout simplement. Je pense, tout à fait. Ayant déjà vu les entraînements un petit peu des Red Kings, il me semble qu'il y a du respect dans cette équipe en tout cas. Ouais, bah c'est... En fait, si tu veux, le MMA a une très mauvaise image au départ parce que c'était assimilé au combat libre, au combat libre tout simplement, donc sans règles et puis bah, il a eu une mauvaise réputation aussi parce que tu as des sports comme la boxe, le judo, qui ont vu ça d'un mauvais œil. Les sports de combat un peu nouveaux comme ça se font très rapidement étiqueter de sports de voyous. On l'a eu avec le karaté il y a je ne sais combien d'années, on l'a eu avec la boxe thaï il y a un peu moins longtemps, on l'a eu avec le MMA. Le MMA a la chance d'avoir deux influences au niveau des valeurs, donc les influences des arts martiaux, comme tu disais, avec la question du respect et je sais pas, moi, il y a plein de belles valeurs qui viennent des arts martiaux. Et on a aussi de belles valeurs qui viennent des sports collectifs, on va dire, américains, tu vois, donc le travail d'équipe. Donc, même si c'est un sport très individuel, on a aux États-Unis, ils ont des équipes de MMA où il y a une très bonne cohésion de groupe pour pouvoir s'entraîner ensemble. Et en tout cas, nous, ce qu'on a cherché à faire
en créant l'équipe Red Kings, c'est déjà d'avoir une équipe solide avec cette ambiance un peu américaine, motivante, et on s'entend bien et tout, et puis de pouvoir aussi avoir des valeurs d'arts martiaux, quoi. De se détacher complètement de sport, de combat, de rue, tout simplement. Ouais, mais voilà. C'est vraiment important. Donc il y a de plus en plus de personnes qui se connectent au fur et à mesure. Si vous avez des questions pour Brian, surtout, vous n'hésitez pas. Continuez comme ça. Moi, j'avais pas mal de questions. J'avais évidemment envie de venir un petit peu sur ta routine. Routine d'entraînement. Comment ça se passe quand tu es vraiment en préparation de compétition, où je pense à, disons, dans les 3 mois, tu apprends que tu as une compétition qui arrive, enfin un combat, et en dehors de ça, quand tu as un délai de, on va dire, 6 à 8 mois sans rien, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, est-ce que tu relâches la pression? Quels sont tes horaires d'entraînement? Comment est-ce que tu t'organises à ce niveau-là? 6 à 8 mois, ça m'est peu arrivé. On va dire que la moyenne, c'est entre 3 et 5 mois. Donc, dans tous les cas, ma priorité avant même de m'entraîner, c'est de planifier et de programmer ce que je vais faire. Donc ça, c'est, tu sais bien, parce que je sais que tu le fais aussi, mais voilà, la première des choses, c'est de pouvoir planifier, programmer avec l'objectif que l'on a. Et donc, en fonction de la date, je prends mon agenda, je regarde le nombre de semaines, etc. Et puis je commence à placer mes zones d'intensité, à placer mes entraînements, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Là, pendant le confinement, donc j'ai un peu modifié. J'ai demandé à un ami de pouvoir me faire ma programmation. Donc avec lui, un peu plus de connaissances que moi. Enfin, il en a bien plus même, puisque c'est son taf. Mais et puis là, il a une spécialité, on va dire, dans le MMA, dans les sports de combat. Donc c'est lui qui va me planifier. Et alors, le gros intérêt d'avoir quelqu'un, c'est de pouvoir que cette personne puisse, on va dire, ralentir quand c'est nécessaire, tu vois, pour gérer le repos. Donc il y a deux, enfin, soit ralentir ou soit pousser, on va dire, soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai tendance à souvent, entre guillemets, en faire trop, pas assez me reposer et tout. Et puis là, quand tu as quelqu'un qui va te dire, aujourd'hui tu réduis, ou demain tu montes, eh bien c'est un gros intérêt, quoi. C'est un gros intérêt. Je le sens bien, je trouve que alors que je suis confiné sur mes entraînements et tout, je progresse bien plus que quand je m'entraîne trop, tu vois. Justement, on allait y venir. Par rapport au confinement, est-ce que tu gardes cette motivation? Il me semble que oui. Est-ce que tu as mis des choses en place pour continuer à t'entraîner? Est-ce que les targets sont toujours maintenus? Ou est-ce que tu es un petit peu dans le vague et que tu dis, bon, il faut maintenir l'entraînement quoi qu'il arrive, même si on ne sait pas exactement les prochaines dates? Peut-être qu'elles ont été repoussées dû au confinement. Ouais, donc les prochaines dates ont été repoussées. Normalement, ça devait être fin juin, mon prochain combat. Là, ça se dessine soit pendant pendant l'été ou un peu plus tard, on ne sait pas du tout. Alors je me suis pété la main au milieu de mon contrat là. Donc j'ai eu quelques blessures qui m'ont un peu ralenti. J'ai eu beaucoup d'entraînement parce qu'il fallait récupérer la force dans la main. J'ai fait 5 combats en 1 an et demi. J'ai dû faire 6 combats en 2 ans peut-être, plus ces 5 mois de blessure. Donc j'ai énormément combattu. Donc ces derniers mois, avant de me remettre en préparation, je faisais un peu moins de MMA, un peu plus de lutte et de boxe. Et là, je me suis remis dedans pour garder la motivation. Là, je suis motivé, je t'avoue. Donc, je suis motivé pour mon prochain combat, c'est pas un problème. Mais pour garder la motivation sur cette période de confinement, je garde un rythme de vie. Donc, tous les matins, j'ai mon réveil à 7h30. Et puis au niveau des entraînements, c'est un conseil que je donne aussi. Je me pose jamais la question si j'ai envie d'aller m'entraîner ou pas. Donc j'ai ma programmation, j'ai mon horaire, j'y vais comme si j'allais au travail, quoi. Donc il y a pas de, je mets mon cerveau sur off. Je suis habillé, des fois ça m'arrive d'être
je vais courir, je commence à courir et puis des fois je me dis purée, mais j'ai pas envie de courir, un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, voilà, c'est trop tard. Je suis en train de courir. Je comprends, mais c'est important. Donc, je rejoins. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais en tout cas, voilà, sur cette question de motivation, il y a la motivation, les objectifs, de les poursuivre, et puis il y a aussi une routine qui doit être mise en place pour atteindre ces objectifs. Cette routine, elle peut être vite fatigante, donc il faut pas trop se poser de questions et faire les choses, et puis de temps en temps repenser à ses objectifs, remettre un coup de boost, et ça y va, quoi. Mais c'est très très intéressant parce que bon, moi je ne me plains pas nécessairement du confinement. Bon, certes au niveau financier c'est parfois un petit peu plus compliqué, mais j'ai également des bons ressentis à ce niveau-là. C'est notamment déjà je me sens plus reposé, je me casse moins la tête à penser à beaucoup de choses et je me sens clairement, après on me dira c'est normal, libéré d'esprit et donc plus performant au niveau de mes entraînements. Je sais pas si tu as eu ce même ressenti. Je sais pas si libéré d'esprit, je sais pas, parce que j'ai toujours plein de trucs en tête et des projets, donc ça bosse on va dire du matin au soir. Mais je pense que j'ai quand même réduit, on va dire, d'un tiers les entraînements que j'ai habituellement. Et je crois que au final, mais ça je le savais déjà, hein, parce que je te parle de ça il y a 6 ans, 7 ans. Je m'entraînais quasi 3-4 heures par jour parce que j'avais un coach qui disait allez, entraîne-toi plus, entraîne-toi plus, entraîne-toi plus. Je faisais plutôt de la contre-performance, j'étais claqué, je me blessais facilement. Et j'ai eu mon premier entraîneur de lutte qui était un ancien champion olympique, champion du monde, junior, enfin, et puis un des meilleurs coachs européens en lutte, qui disait que c'était n'importe quoi la manière de s'entraîner, qu'il fallait pas s'entraîner plus de 1h30, 2 heures par jour, qui a réduit les entraînements aux approches de combat à même pas 45 minutes d'entraînement par jour. Et puis voilà, en fait, ça a été la première approche, on va dire, professionnelle, où je me suis rendu compte que parfois, le moins, c'était le mieux, tu vois. Ouais, tout à fait. Ça rejoint ça. Hein, la récupération joue un rôle primordial. On a toujours tendance à vouloir foncer. Après, c'est toujours des erreurs de jeunesse. Hein. Je pense qu'il faut d'office passer par là dans certains pour vraiment apprendre. Tout à fait. On a Souli qui nous dit comment tu fais. Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on va savoir si tu pratiques la sophrologie ou quelque chose d'autre, ou de la méditation, ou si tu as ta propre méthode. Comment est-ce que tu fais pour gérer le stress avant un gros combat? Alors, pour gérer le stress, ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, Souli. Donc, pour te donner un petit peu le contexte, moi je suis pas du tout un combattant né, je ne me suis jamais bagarré en rue ni quoi que ce soit. C'est plutôt quelque chose qui me faisait très très peur. Donc mes tout premiers combats, j'étais un peu inconscient, donc j'y suis allé un peu les mains dans les poches, pas trop stressé. Et puis après, c'était un peu plus compliqué avec des grosses inquiétudes, vraiment des sensations genre j'allais mourir ou des trucs comme ça. Et donc ce qui est normal, hein, parce que tu rentres dans une cage avec un mec qui est là pour te taper dessus. Et ce qui m'a réellement aidé, c'est déjà de faire pas mal de combats. Donc plus tu fais des combats, plus ça devient une habitude et moins tu stresses, tout simplement. Et puis le gros point le plus important, c'est la préparation mentale. Donc ça m'a permis de pouvoir modifier ma manière de penser, mes comportements de manière très efficace, en très peu de temps. Et donc là, j'ai commencé au tout début avec de la PNL, je crois que ça s'appelle. Tout à fait, ouais. De la PNL, donc j'avais lu ça dans un bouquin, et puis vraiment des exercices très très simples que tout le monde peut faire. Donc j'ai commencé par de la PNL, et après j'ai fait appel à un ami qui est préparateur mental sur mes derniers combats. Avec voilà, c'est on va dire le niveau supérieur, quoi. Donc pour commencer, les bouquins c'est vraiment sympathique, on voit tout de suite les progrès, et puis ceux qui veulent vraiment avoir des résultats, la PNL ça en est presque magique parce que tu changes presque de personnalité, tu vois. C'est vraiment étonnant, vraiment étonnant. Tu peux avoir des sensations de puissance juste en
en touchant un point bien précis sur ton corps, etc. Tu peux être 100% confiant, 100% focus. C'est vraiment très bien. Donc c'est ça que j'utilise moi en tout cas et que je vais réutiliser pour le prochain combat. On continue les exercices, on les fait en ligne maintenant. Oui, bah, tout à fait. Hein. Je pense que pour chaque athlète, en fait, au début, on peut parfois se dire ouais, mais ça ne marche pas ou c'est inutile, il n'y a pas besoin. Mais moi, je pense clairement qu'il y a vraiment un lien entre le mental, l'esprit et le physique. Et bon, tu me le confirmes chez toi, moi c'est la même chose. Hein. Donc effectivement, il y a des personnes avec qui je travaille qui m'aident à ce niveau-là aussi, parce que bon, dans un autre domaine, comme ça on bouclera ce qui a été dit. Dans un autre domaine, moi c'est du travail de charge, hein, mais quand je me retrouve sur des plateformes à côté de personnes, d'athlètes du pays de l'Est ou quoi que ce soit, c'est vrai que physiquement, des fois, c'est des monstres et pour autant, il faut savoir déconnecter et juste retrouver un sentiment de confiance. Et c'est vrai que je bosse avec ça, avec des méthodes, moi, c'est plus du domaine sophrologie. Ça a joué un rôle majeur, notamment fin 2019 avec les titres qui sont apparus. Ouais, clairement. On a Laurent, parce qu'il y en a plein qui posent. Alors, il y a Seb B. Frites, donc notre pompier national, qui nous dit bonjour, plutôt pain au chocolat ou chocolatine. Il va falloir se mettre d'accord. Hein. Ouais. Moi, je trouve que la logique serait chocolatine, mais bon, tu sais, moi j'ai grandi en France, donc je dis pain au chocolat et voilà, mais il va falloir se mettre d'accord, les gars. Faudra se mettre d'accord. Hein. On va peut-être créer un troisième mot, sinon, comme ça. C'est une bonne idée. On va lancer l'idée, on va laisser Seb développer cette idée-là. Est-ce qu'il faudrait communiquer pour améliorer l'image du MMA ou elle va forcément s'améliorer avec le temps, comme pour les autres arts martiaux? Sur cette question-là, je sais pas trop. Moi, je crois que ça fait 10 ans, 15 ans qu'il y a beaucoup d'acteurs du MMA qui communiquent pour éduquer les gens sur l'image du MMA. Personnellement, moi, quand je regarde un combat de MMA qui est commenté en français, ça me fatigue un petit peu d'avoir les commentateurs qui disent « Ah, le MMA, c'est pas si ». Je pense que ça va se faire tout seul. Je pense qu'il faut pas oublier que le MMA, ça reste quand même un sport violent, qu'on a des fans qui viennent pour voir des gars qui se tapent dessus. Ces fans-là sont des fans qui payent aussi leur place, tu vois. Donc, voilà, tu vois, on a un public de connaisseurs qui vont regarder la technique. On a un public qui viennent pour voir un peu de violence et qui aiment quand ça se tape. Voilà, moi je respecte les deux publics, tu vois, les deux publics entre guillemets. Donc non, moi personnellement, si je dois choisir, est-ce que je dois faire de la prévention ou est-ce qu'on va kiffer le sport, je préfère voilà. Ça va venir au fur et à mesure du temps. Ouais, je pense. Il n'y a que comme ça que ça sera plus populaire. Après, de toute façon, il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. Mais de toute façon, c'est un sport qui devient de plus en plus populaire, hein, le MMA, clairement, je pense. Hein. Oui, tout à fait. Après, il y a clairement la possibilité de remettre un petit peu des chiffres sur la violence des sports. Donc le MMA paraît violent, mais sur les chiffres, il l'est très très peu, avec peu de blessures, des combattants qui peuvent combattre très tardivement dans leur vie, jusqu'à 40, 50 ans, et alors qu'on a des sports qui paraissent faciles ou sans blessures, comme le badminton, et avec un ratio de blessures qui est énorme, tu vois, parce qu'on pense que c'est un jeu, etc., mais les articulations prennent cher, enfin, tu vois, on reste un sport qui paraît violent, mais en termes de blessures et de morts, c'est très très faible, quoi. Ouais, tout à fait. C'est juste, ça c'est un très bon point à aborder parce que après, si on compare en termes, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Hein, mais si on compare le football, par exemple, il y a certes beaucoup plus de pratiquants peut-être qu'au MMA au niveau européen ou mondial. Maintenant, voilà, c'est aux blessures également qu'il y a le taux de blessure le plus haut. Bon, normal vu en nombre tout à fait, ouais. Mais qui est aussi peut-être le plus récurrent. Alors, quand on voit quelque chose au MMA, on peut se dire oui, mais c'est un sport violent. Oui, mais c'est une sur combien de fois que c'est arrivé.
C'est ça aussi qu'il faut se dire, quoi. Oui, je pense qu'il y a des fois il y a un peu de chiffres et puis un peu de réalité. Mais ça fait partie, en tout cas, la violence du MMA fait partie du MMA. On peut pas le nier, c'est sûr. Mais en tout cas, en termes de blessures, de dangerosité, je préfère faire du MMA que faire du VTT à 100 km/h là dans les bosses, tout. Pour moi, ça, jamais je ferais ça. Je préfère rentrer dans une cage tous les jours que faire ça, tu vois. C'est un moment. Il y en a un au niveau des chiffres, je sais qu'à un moment je vais me planter, je risque de me tuer. Et l'autre, je sais que je peux aller dans la cage une fois par semaine, j'ai quasi aucun risque de casser ma peau, tu vois. Ouais, non, mais donc voilà, ça c'est la réalité. Vraiment, vraiment le cas et c'est effectivement la réalité. Il y a encore de nouveau une question ici parce que ça n'arrête pas. En parlant d'adapter, intensifier la routine d'entraînement en prépa pour un combat, qu'en est-il de la nutrition? Gros changement. Point d'interrogation. Alors ça, c'est une très bonne question sur la nutrition. Alors, la nutrition, il faut vraiment se méfier sur cette question-là, de ce qu'on peut retrouver sur Internet, etc. Parce que dans la nutrition, tu as 2 points qui sont importants. On va dire, il y a trois points importants sur la question des régimes. Donc, tu vas avoir les régimes qui vont te permettre d'être en forme, en bonne santé. Donc, on va prendre en compte les macros, les micros, etc. Et puis de vivre bien, tout simplement. Donc, ces régimes-là, souvent, ils sont, plutôt hypocaloriques. Tu vas moins manger que pour être sur ta réserve, etc. Parce qu'on est à la base des êtres de jeunes, on va chasser, on a normalement l'estomac vide, quoi, plutôt que plein toute la journée. Ça, c'est le premier régime. Après, tu as des régimes qui vont te permettre de prendre du poids ou de perdre du poids. Donc là, c'est tout simple, hein, tu manges plus ou tu manges moins. Et enfin, le troisième régime, en tout cas moi qui me concerne et qui vous concerne si vous pratiquez des sports, c'est le régime, la nutrition pour la performance. Et ça, c'est un régime, une nutrition qui est un peu oublié. Parce que bon, il y a des trucs un peu marketing, mais entre guillemets, ce qu'on va rechercher dans un régime en tant que sportif, c'est la performance. Et la performance, ça ne veut pas forcément dire être en bonne santé ou être hypocalorique. Et ça, c'est un des points sur lequel il faut réfléchir et voir un petit peu où est-ce qu'on va placer le curseur. Donc moi sur ce point-là, par exemple, j'avais arrêté la viande, j'avais arrêté certains aliments en mettant en place un régime santé, on va dire, et j'étais en contre-performance parce que soit je mangeais pas assez, soit il me manquait un peu de fer ou ce genre de choses, soit j'avais pas assez de glucides pour pousser mon entraînement pendant 1 heure et tout. Et donc j'ai modifié pour revenir à un régime de performance tout simplement, donc avec un apport beaucoup plus important en protéines, en glucides, etc., etc. Donc donc oui, effectivement, moi je change ma nutrition. J'ai une nutrition assez équilibrée tout au long de l'année. Plus je me rapproche d'un combat, quand j'ai un combat, je fais attention pour manger très proprement. Ce que je cherche, c'est d'avoir surtout mes macros. Je fais des analyses aussi sanguines pour voir un petit peu où j'en suis, etc. On a quelques publications à ce niveau-là d'ailleurs. Voilà, et donc la question c'est par exemple si je vois qu'il manque il va me manquer des micronutriments, plutôt que de tout modifier dans mon alimentation, des fois je prends des compléments parce que je suis plus actuellement focus sur la performance que sur l'aspect santé. Donc comme je te disais, hein, c'est une question de curseur. Je pense que je fais aussi quand même très attention à manger de bons produits parce que ma performance, elle doit perdurer dans le temps. Et donc, je compte combattre encore dans quelques années. Donc, il y a un point qui est important sur la santé. Et par contre, je fais attention à garder toujours les mêmes calories, pas faire de yo-yo, de prendre du poids, de redescendre et tout, quoi. Ouais, c'est important, je pense, hein, trouver une stabilité aussi. Profitez-en, les amis, hein, pour poser les questions, parce qu'il reste 11 minutes, quelque chose comme ça. Moi, j'en avais une, justement, par rapport à ton futur, ta carrière de MMA. Est-ce que tu penses rester chez Cage Warrior? Est-ce que tu as encore des objectifs encore plus grands? Quels sont tes objectifs à moyen et long terme? Peut-être, est-ce que tu te vois, je sais pas, peut-être que tu te voyais t'arrêter dans 2 ans. Est-ce que maintenant tu te dis 40 ans, ça pourrait aller?
Là, pour l'instant, donc j'ai encore mon contrat qui va courir jusqu'à 2020, début 2021. Et donc, je pense que j'aurai encore 2 combats sur mon contrat parce que normalement, c'est un contrat de 5 combats ou 18 mois. Ouais. Donc, j'ai fait un premier. Ça, c'est mon 2e contrat. Donc, je pense que j'aurai. Arrivé au bout du contrat, je sais pas encore en fait. Je t'avoue que je sais pas encore. Moi, mon objectif actuellement, c'est de rejoindre l'UFC, donc l'organisation américaine. Ouais. Mais plus j'avance et plus je me dis que ça peut être qu'il y a plein d'autres organisations qui sont vraiment très très chouettes, qui proposent des beaux combats, des beaux spectacles. Et je me demande si je devrais pas être un petit peu moins sectaire, tu vois, sur ma vision de carrière et de pas me couper sur des opportunités, parce que j'en ai eu d'autres que Cage Warriors. Ouais. Et donc on verra d'ici là. Là pour l'instant je reste complètement focus sur mon contrat et puis les combattants du Cage Warriors, parce que mon objectif c'est de prendre la ceinture dans ma catégorie. Et voilà, on verra. Voilà, tu n'as pas de pression particulière, c'est juste que à l'heure actuelle tu dois pris sur une. Je t'avoue au niveau de la pression, au niveau de mes objectifs, je les ai. Tu sais, à la toute base, je voulais juste savoir me défendre un petit peu, faire un combat pour raconter ça à mes gosses, quoi. Donc, ouais. Non, mes objectifs, ils sont largement remplis. J'ai encore, mon gros objectif que je veux obtenir et rejoindre, c'est de prendre cette ceinture. Et ça va être, enfin voilà, ça va être le gros taf sur les prochaines années qui viennent, quoi. On est avec toi en tout cas à ce niveau-là, ça c'est gentil. On attend aussi nous. Donc on a eu pas mal de questions, on a discuté un petit peu du confinement. Ouais, il y a quand même quelque chose d'important. Concernant ce confinement, est-ce que tu donnes des cours? Est-ce que c'est possible de suivre des cours en ligne avec toi? Est-ce que tu as une plateforme? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on pourrait te rejoindre si on s'y intéresse? Ouais, donc j'ai monté un club une section MMA pour le matin en semaine où j'ai promis entre guillemets, en tout cas dans le plan de communication, c'était que tous les entraînements étaient maintenus, les vacances, jours fériés et tout. Donc là on se retrouve confiné, donc j'ai maintenu les entraînements. Donc on s'entraîne 2 à 3 fois semaine, le mardi, jeudi, samedi matin, 10h30 à 11h45 maintenant, en ligne via l'application Zoom. Donc, bien évidemment, on peut pas faire de MMA avec un partenaire, mais en fait, on travaille les mouvements de corps qui sont adaptés pour la pratique du MMA. Donc, ce qu'on appelle des drills, ce sont des mouvements de corps que l'on retrouve dans plein d'autres disciplines et qui permettent de pouvoir ancrer entre guillemets d'avoir une bonne aisance et puis d'ancrer certains mouvements dans le cerveau tout simplement. Et donc ça on le fait sur l'application Zoom, ça fonctionne plutôt bien, on a une bonne quinzaine à suivre ces entraînements-là. J'ai eu quelques inscrits qui n'avaient jamais fait de MMA qui ont commencé par là, donc c'est très chouette. C'est je pense un bon moyen de découvrir un petit peu les mouvements, de se préparer physiquement pour le jour où ils voudront commencer tout simplement. Tu vois. Donc je crois que j'en ai deux ou trois comme ça qui ont commencé online pendant le confinement parce qu'ils avaient du temps et que j'espère je pense que j'aurai en vrai dès qu'on pourra reprendre dans la réalité, quoi. C'est vraiment l'occasion justement d'en parler un petit peu plus parce que tu te donnes des cours collectifs avant le confinement, tu en donnais. Après le confinement, j'espère que tu en donneras aussi. Comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre, je veux dire, si on s'y intéresse, qu'on a envie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc c'est mon nom et mon prénom, Brian Boulan. Je crois qu'il y a MMA derrière, un truc comme ça. Donc vous pouvez m'envoyer un message, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter aussi, sur Instagram. Et voilà, je vous donne toutes les infos. J'ai aussi une chaîne YouTube, Brian Boulan MMA, où il y a une vidéo un peu explicative des drills, donc des mouvements que l'on effectue pendant entre 30 secondes et 1 minute. Et donc donc il y a le mouvement exécuté par moi et puis la mise en pratique par un combattant international, un combattant de l'UFC, pour
que les gens se rendent compte un petit peu comment ça se passe, quoi. Pourquoi on fait tel mouvement et comment il sera utilisé en pleine situation de combat. Super. Donc, je vous invite à aller voir cette petite vidéo, c'est toujours intéressant. Et si vous voulez plus d'infos, vous me contactez sans problème, quoi. On a Dataxel qui fait, moi je suis sûr qu'à l'UFC ils sont chargés comme jamais. Alors, ils étaient chargés, oui, effectivement, à l'époque, avant que l'USADA n'arrive. Aujourd'hui, on a encore des gars qui tombent, mais c'est souvent sur du dopage beaucoup moins important. Donc je pense, hein, en voyant les performances, en voyant les changements de physique des champions du top 5 et tout, qu'ils sont de moins en moins chargés, clairement. Et il y en aura toujours qui essaieront de passer entre les mailles du filet, mais ça devient vraiment très très compliqué. Et voilà, quoi, après, non, je pense que là, maintenant à l'UFC, il y en a qui doivent encore avoir, mais en tout cas le pourcentage de ce qu'ils obtiennent comme avantage est vraiment très très faible, et c'est ce qui pousse les combattants à se doper de moins en moins, je pense. Tu vois. C'est quelque part pour toi, c'est rassurant, non? Ah oui, clairement, parce que moi je t'avoue que quand j'ai commencé ma carrière de pro, mon questionnement quand j'en parlais avec mon manager Chris, c'était ouais, ça sert à rien de m'envoyer dans des organisations, on sait qu'ils sont tous dopés, j'ai aucune chance, tu vois, d'aller en Russie ou des trucs comme ça où il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas d'organisation. Et donc, on a été appelé sur le Cage Warriors parce que c'est une organisation qui est relativement propre. Mais ils font pas de contrôle, tu vois. Ouais. Mais en tout cas sur les physiques des combattants, sur leur manière d'être et tout, moi, ouais, il n'y a pas de... quand je combats avec des gars, je sens ils sont naturels, tu vois. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Il y en a eu quelques-uns où c'était un peu bizarre, tu vois, mais ça restait correct, quoi. J'ai Jordi Ferraz aussi qui nous dit, parce que les gars, il nous reste 4 minutes, donc on va essayer de vite répondre. Comment choisit-on la catégorie de poids qui nous convient au MMA? Bon, bah, ça, je pense que c'est facile encore à répondre. Alors, oui et non, parce que la catégorie de poids, elle va dépendre de plusieurs choses. Moi, personnellement, j'ai pris 10 kilos entre le moment où j'ai commencé le MMA et aujourd'hui. Donc, je commençais à 59 kilos, je suis à 69. Tu as des combattants qui vont perdre 10 kilos, 15 kilos. Pour choisir ta catégorie de poids, déjà, c'est clair que la catégorie de poids naturel, c'est un gros avantage. Mais voilà, moi, est-ce que ma catégorie de poids naturel, c'est 10 kilos en plus, je sais pas. Donc ça, c'est le premier truc. Si tu peux avoir ta catégorie de poids naturel, c'est le mieux. Sinon, ça va être en fonction de ta morphologie et de ton style de combat. Donc si tu es très explosif et que tu es je sais pas moi, un peu lourd et que tu es petit mais quand même explosif, il faut mieux que tu restes dans une catégorie lourde pour pouvoir chercher à rentrer dans la distance plutôt que de vouloir absolument descendre de catégorie et te retrouver face à des gars qui vont être plus rapides que toi. Je sais pas si je suis assez clair, mais par exemple Mike Tyson. Maintenant, si à mon avis il trouve pas, il pourra te le dire en commentaire. Ouais, mais par exemple Mike Tyson est petit pour sa KT, pas forcément un des plus lourds, mais très explosif. Il n'avait aucun intérêt à descendre de KT. Il se serait retrouvé à devoir combattre avec des profils qui auraient été un peu similaires à lui. Donc il y a ces deux points importants dans le choix de la KT. Et pas chercher à trop descendre de KT. Souvent, les gens ils veulent perdre du poids et ça peut être une erreur, quoi. Ouais, clairement, parce que ça peut également fatiguer inutilement le système nerveux et on se retrouve un petit peu à la ramasse avant de monter sur le ring ou dans la cage. Ah bah il est bien fort. Alors on a des dernières questions, d'où le changement en seulement quelques heures que Laurent de Kramer dit. Il y a des méthodes effectivement pour perdre pas mal de poids, arriver à la pesée et puis après remonter crescendo avec un phénomène de déshydratation et puis de réhydratation. Donc oui, c'est ça qui peut amener parfois à des modifications physiques assez surprenantes, mais quand c'est bien fait, évidemment, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on a d'autres? Ah bah oui, il était un peu trop fort. Voilà, donc écoute Brian, moi je pense qu'on a tout dit. Peut-être qu'on peut attendre encore un petit peu. Il nous reste à peine 1 minute avant que ça se finisse. Peut-être un petit mot de fin par rapport à tout ça.
Ouais, bah écoute, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'était chouette cette petite interview, ces questions et tout. C'est très sympathique de pouvoir répondre. Merci pour toutes les questions posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, à me poser des... Ah, une dernière. Du coup, Ouais, je la vois. le cutting extrême comme certains le pratiquent. Extrême, non. Un cutting normal, oui, parce que je le fais. Et je pense que c'est essentiel de le garder parce que dans tous les cas, personne ne jouera le jeu si un jour on interdit de ne pas tenter de perdre un peu de poids juste avant. Donc là, actuellement, 6-7 kilos comme c'est fait, je trouve que c'est acceptable et qu'au moins ça reste équitable aussi. Donc pas pour le cutting extrême, mais un cutting, je reste pour. Ouais. Eh ben, écoute, pour moi, c'est parfait. Il nous reste à peine 25 secondes, donc on va en profiter justement pour se dire au revoir. En tout cas, Brian, merci pour l'interview. C'était top. Moi, j'ai appris pas mal de choses. J'espère que c'est la même chose pour la majorité des gens qui nous ont suivis. Bah merci à toi, c'était vraiment très chouette et on se tient au courant sur le réseau. Et merci à tous ceux qui ont participé. On se dit à bientôt alors. Super, à bientôt. Salut Brian. Ciao.